Alors, Virna Conti, vous êtes membre de la section genevoise de l'UDC. Pouvez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Virna Conti, j'ai 23 ans et je suis née d'un père tessinois et puis d'une maman croate. Et j'ai également un frère jumeau qui s'appelle Conti. Après, je fais des études de droit en 3e année. Je termine d'ailleurs mon bachelor en janvier avant d'entamer l'école d'avocature en février pour un semestre. Puis ensuite me spécialiser en droit pénal et puis en criminologie l'année d'après. Politiquement, j'ai commencé à m'intéresser, je devais avoir peut-être 14-15 ans quand il y avait l'initiative contre la construction des minarets. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'ADN de tous les partis politiques qui existaient en Suisse. Et en fait, je me suis rendu compte que mon ADN était totalement compatible avec l'ADN de l'UDC. Après, évidemment, entre le moment où on adhère à des idées et puis le moment où on décide de réellement les défendre, c'est comme deux instants T qui sont très différents. Et de passer d'un instant T au deuxième, c'est ce que j'appellerais le coming out que j'ai fait du coup en novembre 2015 en adhérant à l'UDC, puis ensuite en devenant présidente des jeunes UDC il y a maintenant pratiquement une année. Certains commentateurs vous voient comme la nouvelle Céline Amauderu. Que pensez-vous de cette comparaison? C'est une comparaison qui vient très souvent. Finalement, quand on regarde, c'est une femme, je suis une femme, elle est blonde, je suis blonde, elle est jeune, je suis jeune, elle a fait des études de droit, je fais des études de droit, elle est signe astrologique poisson, moi aussi. Donc c'est vrai que sur papier comme ça c'est drôle, mais on se ressemble beaucoup. Après, bien évidemment, être comparée à la présidente de la section cantonale, être comparée à une de nos conseillères nationales ou encore à notre vice-présidente de l'UDC Suisse, entre nous, qui le prendrait mal? Quelles sont vos idées pour améliorer les scores électoraux de l'UDC à Genève? Alors c'est vrai que si on prend les scores que nous avons faits en avril, donc sans parler du programme, parce que finalement le programme est clair, il est identique et puis on ne change pas d'ADN de l'UDC, donc le programme, on ne va pas le toucher en tant que tel. Après, c'est vrai qu'en tant que jeune, c'est vrai que la place du jeune a été peut-être un peu négligée. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'UDC, on voit l'UDC comme étant un parti peut-être un peu vieillissant, ou du moins c'est ce que laisse transparaître ce parti. Et finalement, lorsqu'on regarde les statistiques, on se rend compte que les jeunes occupaient 27% de la liste en 2018 contre 22% en 2013. Donc finalement, on voit qu'il y a une participation des jeunes qui est assez importante et malheureusement, ça ne s'est pas vu sur la liste. Le premier jeune occupait la 16e place. Donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage. J'ose espérer qu'en 2023, on puisse atteindre les 30, voire 33% de jeunes et puis, si possible, mettre, je dirais, on va être optimiste, disons, 2-3 jeunes en dessous des barres, en dessous des 15, disons, des 15 premiers sur la liste. Après, on a aussi un second problème. Problème, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai qu'on est, disons, la place de la femme, finalement, on est très peu de femmes au sein du parti. Donc c'est vrai qu'avoir à la tête du parti une femme, donc autant chez les jeunes qu'à la section cantonale, avec moi chez les jeunes et puis respectivement Céline Amauderu au sein de la section cantonale, c'est vrai que ça dégage une nouvelle image du parti qui est majoritairement masculin. Mais la population, elle, n'est pas majoritairement masculine. Et ce qui fait que ça peut parfois barrer la route à certaines électrices qui pourraient voter pour nous, qui peut-être s'en empêchent. Donc c'est vrai qu'on devrait peut-être faire un effort dessus, surtout que tout comme les jeunes, cette année, les femmes étaient aussi à 27% et 21% en 2013. Donc il faudrait aussi remettre cela en avant. Ce qui fait que vraiment le bémol principal chez nous, ou du moins ce qu'on a eu en avril, c'est vraiment la stratégie. D'accord, venons-en maintenant au vif du sujet. Le 25 novembre prochain, le peuple suisse se prononcera sur l'initiative pour l'autodétermination, appelée également le droit suisse au lieu de juge étranger. Elle consacre la primauté du droit constitutionnel sur les traités internationaux conclus par la Suisse. Quelles sont les raisons principales, selon vous, pour lesquelles il faudrait voter oui? Alors, selon moi, les raisons, elles sont totalement évidentes. Si on regarde l'article 2 de notre Constitution fédérale, ce dernier nous dit que la Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. Et finalement, notre initiative met en œuvre l'un de ces objectifs qui est donc de protéger les droits du peuple. Comme on sait, le sport national helvétique, c'est notre démocratie. C'est pas pour rien que nous sommes appelés les champions des urnes, puisqu'on est amené à se prononcer environ 4 fois par année, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou encore communal.
Donc voilà, ce qui fait que vraiment le citoyen suisse n'est pas lié par un régime légal supérieur puisque c'est lui précisément qui le met en œuvre. Maintenant, la question primordiale à se poser le 25 novembre, c'est qui doit décider de ce que doit être notre droit suprême en Suisse. Finalement, est-ce qu'on décide de garder ce pouvoir centralisé au sein du peuple ou alors de plutôt le décentraliser à l'extérieur de nos frontières? Et finalement, si on refuse cette initiative, le peuple suisse se restreint lui-même dans sa position de législateur suprême et absolu en Suisse, alors que finalement les citoyens est le pilier fondamental de la structure helvétique. Et puis il y a évidemment d'autres piliers, on a notamment la neutralité puis l'indépendance. Donc ces trois piliers vraiment permettent à la Suisse de rester libre et donc de prospérer. C'est la raison pour laquelle la Suisse doit rester la Suisse et ne doit pas avoir d'autres cadres institutionnels. Là, par exemple, je prends l'exemple de l'Europe, où l'Europe et la Suisse, c'est vraiment deux modèles institutionnels totalement différents. La Suisse, les décisions sont prises par le bas et montent et ensuite sont exécutées. Au sein de l'Union européenne, c'est l'inverse, c'est en haut vers le bas. Ce qui fait que là, on a un véritable clash entre deux schémas. Raison pour laquelle on doit totalement prendre nos distances donc, avec cette Union européenne. Que répondez-vous au Conseil fédéral qui rejette l'initiative en estimant notamment que le peuple a de toute façon son mot à dire pour les traités importants et que la Suisse peut de toute façon renégocier ou dénoncer un traité qui lui serait défavorable? On va faire une mise en situation. Si, admettons que le 25 novembre, le peuple et les cantons votent en faveur de cette initiative et que le 26 au matin, à la première heure, parce qu'ils sont très matinaux, on nous apprend finalement que X traité serait contraire à notre constitution fédérale. Moi, à ce moment-là, il faut allumer tous les warnings et s'arracher les cheveux parce que ça voudrait dire que finalement, le Conseil fédéral et le Parlement auraient à un moment donné ratifié, signé des traités qui, au moment de la signature et ratification ou durant l'échange des instruments, étaient déjà contraires à notre constitution fédérale. Déjà à ce moment-là. Et donc, forcément, anticonstitutionnels. À ce moment-là, il faut vraiment se poser la question de la légitimité de notre démocratie ou encore la légitimité de la voix du peuple. Et on peut même se poser finalement la question du bien fondé de « a toujours son mot à dire ». Donc c'est pour ça que, selon moi, la Suisse doit vraiment garder les rênes décisionnelles. Dans l'immense majorité des cas, la Cour européenne des droits de l'homme rejette les recours effectués contre la Suisse. Quels sont les cas qui auraient porté préjudice à la Suisse et qui justifieraient que le peuple se prononce en faveur de cette initiative? On peut prendre l'exemple, il y a plusieurs affaires évidemment, mais si on prend l'exemple de l'affaire UDEH, c'est le cas d'un Nigérien qui avait été condamné en Autriche pour trafic de drogue. Il a purgé sa peine tout naturellement en Autriche, puis il a commis les mêmes infractions en Allemagne et finalement est venu en Suisse. Demande refusée et du coup il a fait recours au tribunal fédéral et puis finalement l'affaire est montée à la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour a décidé d'annuler notre décision. Donc à ce moment-là, on voit qu'il y a une incompatibilité entre la Cour européenne des droits de l'homme et notre tribunal fédéral. Mais selon moi, il faut relativiser dans la mesure où la Cour européenne des droits de l'homme donne raison dans 98,5% des cas à la Suisse. Et donc découle de cette compatibilité entre la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, et puis le tribunal fédéral, deux constats. Le premier, c'est que finalement, ce n'est pas parce qu'on juge plus loin que l'on jugera mieux. Et le deuxième constat, c'est que la Suisse est un pays des droits de l'homme. Maintenant, si on parle plus précisément des garanties, les garanties qui sont prévues dans la CEDH sont transposées dans notre Constitution fédérale. Les garanties qui sont prévues aux articles 7 à 34 de notre Constitution fédérale sont les mêmes que celles prévues dans la CEDH. Maintenant, ce qui change, c'est que c'est vrai, nous on n'a pas expressément édicté typiquement l'interdiction de la peine de mort sur le plan européen, la torture ou encore l'esclavage. Mais tout ça pour la simple et bonne raison que cela fait partie du jus cogens, qu'on appelle dans la Constitution fédérale les règles impératives, qui sont des règles qui sont reconnues par la communauté
internationale. Ce qui fait que la seule réponse que j'ai à donner à nos adversaires, c'est que ce n'est pas une initiative qui est anti-droit humain, c'est écrit noir sur blanc, notre constitution fédérale. La protection sera donc identique, et puis il faut surtout garder à l'esprit qu'aucune garantie ne sera écartée à l'issue de ce vote, et que éventuellement la seule chose qui change, c'est la dénomination des garanties, mais en tant que telles, ce sont les mêmes qui sont prévues. Quel sera enfin le signal envoyé au peuple suisse ainsi qu'aux autres États dans le monde si cette initiative était acceptée? En quelques mots, liberté et souveraineté. D'accord, belle conclusion. Merci. Merci.